Vous informer est un privilège pour nous, mesdames, messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. La bibliothèque congolaise est enrichie d'un nouveau livre intitulé « Marketing digital et système d'information, alignement stratégique avec les modèles des équations structurelles ». La cérémonie de vernissage de cet ouvrage du professeur Tézi de l'Université protestante du Congo a eu lieu au sein de cet établissement. Un élément signé Bolongulu et Nene Wambinga. Que ce livre trouve de lecteurs et lectrices afin que ces lecteurs et lectrices puissent s'en approprier et que ce livre mérite sa véritable valeur. Amen. Amen. C'est le professeur révérend Robert Kwim Bibibikan, recteur de l'Université protestante au Congo, qui a porté ses livres du professeur Pessi Honoré Mampouya Kinkani sous les fonds baptismaux ce samedi dernier à l'IPC, intitulé « Marketing digital et système d'information, alignement stratégique avec les modèles des équations structurelles pour une modernisation des entreprises congolaises ». Sous la modération du professeur Nelson Ifeka, ce dernier a présenté l'auteur du jour, vice-doyen de la faculté des sciences informatiques de l'UPC, qui a une expérience de plus de 20 ans dans l'enseignement et responsable dans plusieurs organisations. Ensuite, il a accordé tour à tour la parole au professeur David Koutangi, la doyen de la faculté des sciences informatiques de l'UPC, Melchor Essor Massor, directeur marketing et corporate communication chez First Bank RDC, Barté Tchabali, directeur des affaires réglementaire chez RTL RDC, et Alain Kilapi, président du conseil d'administration du réseau des acteurs du numérique. Tous ont témoigné important de cet ouvrage et ont commandé à la population de les consommer sans modération. Par ailleurs, l'auteur du présent livre a remercié les participants et donne l'économie de son contenu. Nous avons voulu mettre en place un document que toute entreprise, toute institution de l'État peut lire pour comprendre que si nos projets de digitalisation ne fonctionnent pas ou ne marchent pas, c'est simplement parce qu'il n'est pas coordonné, il n'est pas aligné avec la structure qui doit monitorer ces projets-là. On ne peut pas manager un projet digital sans pour autant faire intervenir la DSI. La DSI, ce n'est que la direction de services informatiques ou direction des services d'information. À Paris, aux éditions Harmattan, cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de l'UPC, chez BNC Pacaille et en ligne, voire amazon.com. Nous restons à l'Université protestante du Congo pour parler cette fois-ci de l'inauguration d'un centre de recherche en intelligence artificielle et génie informatique à la faculté de sciences informatiques de cet établissement. Un centre qui vient faciliter l'apprentissage aux étudiants sur le plan pratique et l'envol de chercheurs dans leurs recherches académiques. Une fois de plus, Bolongulu et Nene Wambinga. C'est le professeur révérend Robert Kwim Bibibikan, recteur de l'Université protestante au Congo, qui a procédé au lancement officiel et à l'inauguration du Centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique, CIREM en sigle, ce samedi dernier en présence des chercheurs, professeurs, économistes et étudiants venus pour la circonstance. Aujourd'hui, c'était l'inauguration du Centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique à l'Université protestante du Congo. Vous avez vous-même la salle et ces petits savants qui ont suivi la formation, ces 52 étudiants pour la recherche. Donc l'impression formidable que l'UPC ouvre à travers ces centres déjà un go pour toutes les recherches. Déjà nous faisons des recherches, mais là il y a un centre bien équipé où les chercheurs viendront pour l'économie mathématique. Non, je suis content, je félicite le directeur du centre, les professeurs qui ont cette idée et ceux qui ont mis la main dans la pâte pour réhabiliter cette salle de classe. Très satisfait, le professeur Chamba Bakengele
secrétaire général à la recherche de l'UPC, a félicité l'initiateur de ces centres, le professeur Jean-Paul Chassa, et estime que le futur appartient à ceux qui osent chercher. De son côté, le professeur Jean-Paul Chassa, directeur et initiateur de ces centres, a fait savoir que ces centres ont pour objectif de promouvoir l'excellence académique au travers la recherche scientifique, afin de rendre le service à la communauté, bien que les constats est que la recherche en République démocratique du Congo est orphelin. Ce centre a été créé par une décision rectorale en date du 7 août 2024. Il s'agit donc d'une initiative qui a été portée notamment par les recteurs ici présents et qui nous a encouragés à poser les premiers pas. Et pour cela, nous voulons lui adresser notre gratitude. Je comprends bien l'objectif du CIREM, c'est de converger vers la frontière du savoir en sciences et avec comme principal développé faire rayonner l'IPC. Le deuxième axe, nous voulons mettre en place un cadre compétitif où les jeunes brillants peuvent s'épanouir. Après ces allocutions, pour lier la théorie à la pratique, 52 étudiants des différentes institutions universitaires ont reçu leur certificat de réussite de main des autorités de l'UPC et CIREM. Pour leur satisfaction aux épreuves de la 3e édition de la cohorte, des séances intensives en mathématiques dans une ambiance festive. Voyage en diaspora, c'est le thème de la clôture de la 4e édition du Salon du Livre africain organisé à Paris pendant 3 jours. Plusieurs auteurs venus de la diaspora et du Brésil ont pris part à cette grande activité littéraire. Patrick Mangala nous fait le point de l'activité. Pour cette 4e édition, des pays sont invités. Il s'agit du Brésil comme pays invité spécial et le Cameroun, pays d'honneur. 100 éditeurs venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et de la Caraïbe prennent part à cette rencontre internationale de la littérature. Ce salon est un rendez-vous incontournable de la littérature africaine à l'étranger, comme souligne l'initiateur de cet événement. Le Salon du Livre africain de Paris est en train de devenir un rendez-vous incontournable de la littérature africaine en France et en Europe. Et nous sommes ravis d'accueillir tous ces auteurs, tous ces éditeurs qui se sont déplacés pour venir ici, souvent de nombreux pays d'Afrique. On est une petite Afrique au centre de Paris. Ces œuvres littéraires sont présentées dans le hall des Blancs Manteaux à Paris devant de milliers de personnes venues des 4 coins du monde. Déjà, ça m'apporte de me rendre compte que la communauté, entre guillemets, est là, elle existe, notamment la communauté littéraire d'origine africaine. Pour les écrivains et les créateurs de jeux de société, cet événement est un miroir des professionnels de la littérature. Et donc au niveau promotionnel, c'est vraiment le meilleur salon à faire pour se faire connaître par toute la diaspora de France. Pour mettre à la disposition du public africain présent ici à Paris, nos contenus, nos bouquins jeunesse, la littérature générale, les essais, tous ces contenus-là que nous produisons pour contribuer à la bonne éducation de la jeunesse. Pour cette 4e édition, des prix littéraires ont été remis par les organisateurs. Il s'agit des Grands Prix Afrique et les prix du beau livre de la Maison de l'Afrique. Merci. De retour à Kinshasa, plus de soucis pour les stages pratiques des étudiants en terminale de la faculté d'agronomie et environnement, mais aussi celle de la médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale grâce à la gestion salvatrice du comité de gestion IBBK. L'Université pédagogique nationale vient d'acquérir une ferme de 10 hectares dans la province du Congo central, précisément à Kasangulu, question de permettre
aux apprenants de lier la théorie à la pratique. Le détail avec Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. C'est à 13h27 que cette délégation de l'Université pédagogique nationale, conduite par la rectrice de cette institution, professeur ordinaire Yvonne Bebeke, est arrivée dans la province du Congo central, à Kazangulu, précisément au village Kinsambi, pour prendre connaissance de cette toute première ferme agro-pastorale achetée par cet établissement depuis son existence. En présence d'autres autorités facultaires et départementales d'agronomie et environnement, mais aussi de médecine vétérinaire, les professeurs Antoine Mumba-Djamba, doyen de la faculté d'agronomie et environnement de l'UPEN, a précisé que sa faculté, celle de médecine vétérinaire qui sont de bénéficiaires de ces terrains de 10 hectares, sont déterminés à faire preuve de ces dons. Les connaissances acquises peuvent mettre à court terme la population qui du reste a déjà des sérieux problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers les connaissances qui seront acquises par les étudiants qui vont bénéficier d'une bonne formation pratique. Néanmoins, quelques préalables à accomplir s'imposent pour jouir pleinement de cette ferme agricole, notamment le moyen de transport et certains documents. Il faudra avoir des bâtiments pour les étudiants, auditoires, gîtes pour les enseignants, des agents qualifiés qui devront rester à la ferme en permanence. Sentinelle aussi. Il nous faut des moyens de transport, des jeeps 4x4, des motos. Et la ferme nous permettra de faire des stages bloqués parce que nos étudiants vont en stage jusqu'à Kulungongo, à Mvoisi, à Matadi et plus loin encore avec $1 par étudiant pour les stages. Il est difficile d'accomplir pleinement cette mission. Donc la prise en charge les encadreurs locaux, nos encadreurs qui doivent assurer le suivi. Là où nous devons nous adressons au service des finances. Aussi, nous comptons avec les caprices de la nature. Quand il survient un accident, on doit intervenir à temps. Là, s'il faut attendre de remplir la demande de fonds, la vie de nos plantes ou des animaux sera à danger. Qu'on ne soit pas encore assuré. Et à la reprise des activités, nous devrions terminer avec les enseignements et passer aux évaluations. C'est le cas avec L3LMD. C'est ainsi que ces étudiants sont en train de passer les examens de récupération maintenant que je suis en train de parler. Nous demandons alors indulgence à monsieur le secrétaire général académique de ne pas tout nous tenir rigueur. Nous allons nous récupérer. Très heureuse de prendre connaissance de ces résultats satisfaisants qui témoignent non seulement les efforts conjugués par son comité de gestion et les autorités de la faculté d'agronomie et environnement, mais également à celle de médecine vétérinaire, la professeure ordinaire Yvonne Bebeke rassure de mouiller davantage le maillot afin de gagner le partenariat gagnant-gagnant avec les organismes internationaux, tout en félicitant ses collaborateurs qui font preuve d'une synergie des efforts à saluer. D'ores et déjà, nous allons voir ce que nous pouvons faire à notre niveau pour acquérir ces fameux bas-fonds qui est important pour l'élevage et aussi pour certaines cultures maraîchères. Ensemble, on peut faire quelque chose si vraiment on le veut, si on ne se marche pas sur les pieds. Si je pense que ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a fait ça de manière ordonnée, de manière avec une confiance mutuelle de chaque côté. Je pense que nous allons cheminer dans cette confiance pour pouvoir aller de l'avant, pour que, peut-être à la fin de cette année-ci, que nous puissions manger les aubergines de notre ferme. En se plongeant dans le bain, la délégation a passé en revue le 4 coins de cette ferme agro-pastorale de l'UPEN dans le moindre détail. Un terrain acheté sur fonds propres de cet établissement et au concours des différentes parties question de permettre désormais aux étudiants de faire des stages bloqués à temps utile et aux conditions réunies.
En présentant tous les contours de cette concession des 10 hectares aux UPN en général et aux membres du comité de gestion en particulier, le professeur Mathieu Willy Kabamba, vice-doyen chargé de la recherche à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale, a démontré l'importance d'utiliser en bon escient cet espace pour mettre sur pied, entre autres, la pisciculture, la porcherie et bien d'autres pratiques. Et plusieurs fois, nous avions fait des sollicitations auprès des autorités pour qu'ils puissent nous donner d'une ferme didactique. En acquérant cette ferme de 10 hectares que le comité de gestion vient d'acheter pour la faculté, ça sera un lieu didactique où pourra se faire la pratique de nos étudiants. Parce qu'à ce stade, pour que nos étudiants puissent faire le stage, nous recourons à d'autres institutions partenaires. Et nous sommes sujets par moment à leur agenda, à leurs caprices. Mais en ayant une ferme didactique propre, ça nous permettrait d'avoir un lieu propre où nous pourrons envoyer nos étudiants pour le stage d'une part. Ça sera un lieu où nous pourrons faire nos recherches, nos expérimentations en production et en santé animale. Également, ça sera un lieu pour pouvoir nous permettre de remplir la troisième mission qui est dévolue à l'enseignement supérieur, à savoir le service à la communauté. Nous pourrons commencer à produire des œufs, du lait, de la viande qui seront mis à la disposition de la population. La satisfaction totale, c'est la seule expression qu'on pouvait lire au visage des autorités de l'Université pédagogique nationale à tous les niveaux, et il s'avère important de noter que d'autres démarches seront menées dans un proche avenir afin d'étendre cette concession en achetant d'autres espaces environnants pour assurer davantage la troisième mission assurée à l'université, celle de rendre service à la communauté. Une journée gravée dans les annales de l'Université pédagogique nationale. Dans le cadre de la célébration du mois de mars, mois dédié à la femme, notre équipe est allée à l'encontre de Mme Christine Bossosila, coordonnatrice financière au sein de l'école de santé publique de Kinshasa, en vue de recueillir ses avis par rapport à la journée du 8 mars. Serge Mboui vous propose le contenu de son intervention. Le 8 mars, pour moi, ne devrait pas être seulement une journée de fête, mais ça doit être une journée de réflexion, où on s'arrête parce que nous sommes dans un combat, pas pour atteindre la parité de l'homme et de la femme qui a été introduite dans notre constitution, et pour être en phase avec les textes internationaux. Donc le mois de mars devrait être un mois où on s'arrête un moment pour essayer de faire un bilan des avancées du combat de la femme par rapport aux années antérieures. Dans un combat, on ne baisse pas les armes, on ne baisse pas les bras. Donc on doit continuer avec ces combats, donc toute l'année, n'est-ce pas, de façon à ce que l'année, comme j'aime toujours dire, le mois de mars prochain soit alors un mois où on s'arrête pour faire une évaluation. Je salue vraiment les gestes de notre ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, d'avoir pensé à placer les femmes ici et là. C'est déjà une avancée, parce que souvent, souvent, la femme aussi constitue un frein pour la femme. On ne parle pas souvent de ça, mais la femme aussi constitue, mais si à l'unisson, nous comprenons que c'est pour notre bien que nous devons lutter, il n'y aurait pas de combat des femmes contre les femmes. Il n'y aurait pas de la méfiance. Parce que quand vous regardez aussi les femmes qui sont élevées en dignité, quand vous arrivez dans leur ministère ou là où elles œuvrent, elles ont encore plus confiance aux hommes qu'aux femmes. Les jeunes filles doivent se réveiller déjà. Même comme étudiantes, elles doivent déjà être dans le combat. Parce qu'en fait, le combat que nous menons, il y a trois concepts. C'est la compétence, la compétitivité et la méritocratie. La femme doit être à mesure, n'est-ce pas, de se retrouver dans ces trois concepts pour qu'on ne dise pas, lorsqu'on a placé une femme quelque part, qu'on ne dise pas, oh, ce n'est que ça, c'est parce qu'elle vient orner les... Non, on n'est plus à l'époque où on nommait peut-être les femmes pour orner les bureaux. Non, on est à l'époque où, à compétences égales, chances égales. Donc, lorsqu'il y a une femme, un homme qui est ingénieur, il y a une femme aussi qui est ingénieure.
C'est ainsi que je voudrais vraiment lancer un cri auprès de nos étudiantes ou de celles qui viennent comme étudiantes. Ne fouillez pas les facultés comme les facultés de polytechnique, agronomie, sciences. En médecine, il y a déjà beaucoup de médecins, ça c'est très très bien. En droit, bon, n'en parlons même pas, il y a beaucoup de juristes. Mais il y a en fait des facultés que moi, j'ai l'impression que les filles évitent. Nous avons besoin des filles ingénieurs. Tenue de la première édition de formation certifiée en inventaire carbone organisée par le groupe de veille environnement du Congo en collaboration avec Terra Fertilis. À ce sujet, une cérémonie de remise de brevet a été organisée le vendredi dernier à l'université de Kinshasa en vue d'immortaliser cette session de formation. Suivez les reportages d'Elikia Kaku et Nene Wambenga. Pendant 4 jours, l'université de Kinshasa a servi de cadre pour la tenue de cette première édition de formation certifiée en inventaire carbone à l'initiative du groupe de veille environnement du Congo en collaboration avec Terra Fertilis. Cette activité qui a rassemblé des experts et passionnés de l'environnement visait à renforcer les compétences en matière de gestion des émissions de carbone et de lutte contre le changement climatique. D'abord, une session théorique a été animée par 3 formateurs, à savoir le professeur Eustache Kidikwadi, le professeur Honoré Belessi et l'assistant Yannick Bunkete. Ces derniers ont développé les concepts clés relatifs au carbone, à son rôle dans les climats mondial et aux méthodes de gestion des inventaires de carbone. Les participants visiblement engagés ont suivi avec curiosité les orientations afin d'acquérir de nouvelles connaissances dans ces domaines cruciaux. Au deuxième jour de la formation, les apprenants se sont rendus sur les sites forestiers des Manresa à Kimwenza, accompagnés de l'assistant Yannick Bunkete. Pour la partie pratique, ils ont mesuré la circonférence des arbres et identifié différentes espèces. Question de les initier à la mise en œuvre d'inventaires de carbone dans les forêts. Le troisième jour a été consacré aux analyses de données et aux équations allométriques, avec une intervention du professeur Eustache Kidikwadi. Cette session a permis aux participants de comprendre comment interpréter les données collectées et de mieux appréhender les méthodes statistiques appliquées à l'inventaire carbone. Puis, la cérémonie des clôtures a été marquée par les interventions des différents formateurs, du représentant du doyen de la faculté des sciences des gestions et technologies, du délégué facultaire ainsi que le mot du représentant de lauréat avant la remise de brevet des participations à la grande satisfaction de l'organisatrice de cette activité qui s'est exprimée en ces termes. L'objectif principal de cette formation est d'abord de développer le projet RED+, ici dans notre pays, la République démocratique du Congo, et puis de promouvoir les services environnementaux. La RDC est considérée comme un pays solution, mais nous ne voyons pas vraiment la capacité. C'est pourquoi nous avons voulu d'abord capaciter les gens afin que les projets RED+ soient bien orientés. La deuxième édition est prévue dans la ville de Matadi. C'est au mois d'avril ici. Dans le mois prochain déjà, nous allons organiser comment descendre sur terrain pour pouvoir organiser cette série de formations pour la deuxième édition dans la ville de Matadi. La photo des familles a immortalisé cette première édition couronnée de succès. Bon, l'impression que c'était les apprenants qui sont vraiment très assidus. Ils ont suivi la formation pendant 4 jours. Il y avait des travaux de terrain sur les inventaires carbone. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour où nous avons remis notamment les brevets. Et je tiens à remercier d'abord le recteur de l'université de Kinshasa et le professeur Kaimé, Jean-Marie, et aussi le doyen de la faculté des sciences, et aussi le chef de la mention des sciences et gestion de l'environnement de l'université de Kinshasa. Donc je pense que c'est un outil essentiel en matière d'inventaire carbone. Et comme vous le connaissez bien, notre pays, avec le changement climatique, il est important aujourd'hui de mener les inventaires dans nos forêts pour permettre à capitaliser les informations. Et vous voyez, la formation a été très assidue et c'est comme ça que nous avons félicité les candidats. Et nous croyons que ça ne soit pas la dernière fois, qu'il y a encore d'autres, parce qu'il y a un grand travail pour le pays, un grand travail pour le monde avec le problème des changements climatiques. Et pour résoudre ces problèmes, il faut avoir des données appropriées dans le domaine de calcul de carbone et d'estimation de carbone.
qui permettent alors ce qu'on appelle l'identification des espèces qui peuvent être utiles pour la domestication, pour le boisement et le reboisement, pour essayer d'assimiler l'excès de carbone qui est en train de détruire le monde avec la chaleur, quoi. Je suis contente sur les activités qui se sont déroulées sur terrain, même lors de la théorie. Je suis vraiment très impressionnée et très contente de la richesse de cette formation. Oui, je remercie les initiateurs parce que, comme on le dit souvent, que le Congo est un pays solution, et ce genre d'initiative est vraiment louable. Parce qu'il faut former la nouvelle génération, il faut former les gens sur comment être en mesure de calculer le carbone dans nos forêts. Et vu que nous sommes un pays solution, c'est ça, je suis vraiment contente. Bouclons cette édition par ces communiqués nécrologiques qui nous parvient de l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI qui dirige le professeur Emmanuel Bani-Wessizé. Le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT de l'ICASI dans la province du Haut-Katanga a la profonde douleur de porter à la connaissance de tous les membres du conseil de l'établissement, de tous les membres du corps académique, scientifique et administratif, les décès inopinés de Madame Sandra Milimba Kassangu, administrateur du budget, le samedi 15 mars 2025 à l'ICASI. En entendant les informations qui seront communiquées à l'ISPT l'ICASI par la famille sur la date et le lieu de funérailles, le deuil est observé dans la famille 6, numéro 45, avenue de l'Indépendance, dans la commune de l'ICASI. Le directeur général demande à tous les membres de l'ISPT l'ICASI de recommander l'âme de Madame Sandra Milimba Kassangu à la miséricorde de Dieu pour qu'il daigne lui accorder la paix et le repos dans le royaume céleste. Fait à l'ICASI le 15 mars 2025, le directeur général Emmanuel Bani-Wessizé, professeur ordinaire, qui signe. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur nos différentes chaînes partenaires.